Mais que vient faire Che Guevara place Tahrir au Caire? Comment peut-il se retrouver au cœur même du printemps arabe, quand on pensait sa mémoire sagement rangée dans les bibliothèques occidentales? Et on ne le retrouve pas seulement en Égypte, au Yémen ou en Syrie. Il réapparaît régulièrement dans les grands mouvements de révolte, comme chez les indignés européens ou auprès des militants de Occupy Wall Street. On pensait le Che devenu inoffensif, essoré par 50 années de détournement publicitaire. Une figure de révolutionnaire enterré sous des tombereaux de produits dérivés plus kitsch les uns que les autres. On dit que c'est le portrait le plus diffusé au monde. Pour comprendre d'où vient ce succès planétaire, j'ai cherché à reconstruire la généalogie de cette image. Cette enquête m'a mené d'une île à l'autre, de Cuba jusqu'en Irlande, en passant par Dole, dans le Jura, où Che Guevara n'a sans doute jamais mis les pieds. Première étape, la Havane. Pas facile de choisir le bon filtre pour regarder cette ville. On peut se focaliser sur les indéniables succès de la Révolution, l'éducation pour tous, une espérance de vie record pour l'Amérique latine. Ou alors capter les signes d'un régime en fin de course, qui égrène depuis 50 ans le même chapelet de slogans et d'images d'Épinal. On peut aussi chausser les lunettes de soleil du tourisme. Entre deux plages, petit détour par la place de la Révolution, où trône un Che monumental. Justement, aujourd'hui, c'est jour de fête. Nous sommes le 1er mai. Dans ce cortège, place de la Révolution, Che Guevara a plusieurs visages. Ici, il ne s'est pas encore transformé en un logo désincarné. Toutes ces images témoignent d'un âge d'or de la photographie cubaine, initié à l'arrivée des révolutionnaires en 1959. Nous rencontrons Roberto Salas, le dernier acteur vivant de cette explosion créative. Bon pied, bon œil. Il est vrai qu'il n'avait que 16 ans quand la Révolution s'est invitée dans le cadre de son appareil réflexe. La Estatua de Libertad fue la que yo utilizo como un punto de partida, ¿no? Aquí empezó mi vida profesional y tenía 16 años cuando yo hice eso. Roberto Salas est aussi l'auteur d'une des photographies les plus emblématiques de cette période d'effervescence. Esa fotografía fue la primera vez que yo vi el Che. Yo no lo había visto antes. Eso fue tomado a los 10 días de haber empezado la revolución. Y es interesante porque es una fotografía que yo hice cazando la luz de los fósforos, que no había luz ahí. Yo pongo la cámara en la mesa donde ellos estaban hablando ahí, y en una de esas, ¡boom!, sale esa foto. Ninguno venía de la prensa. Alberto Corda era fotógrafo de moda, Corrales venía de fotografía comercial, Liborio era laboratorista. No teníamos las condiciones, o voy a decir, el punto de vista o los métodos de trabajo de lo que era la prensa anteriormente. Era la cámara grande, formato grande, y el flash.
Y nosotros utilizamos el formato pequeño, la luz ambiental y hacíamos reportajes de fotografía, fotoreportajes. Hacer una historia de imágenes. O sea que era la gran masa de la prensa era a veces de fotografía. La medida que el proceso cubano estaba tomando, compañías se iban de Cuba. Te pongo ejemplo, la corporación Sears. Sears tenía en el periódico 2 páginas de anuncios comerciales. Cuando la Sears se retira, se quedan 2 páginas en blanco. ¿Y qué es lo que, con qué se llena? Con fotografía. Fidel Castro, lui, saura comment remplir toutes ces pages laissées vides par les grandes entreprises. Il mettra très vite en place un récit par l'image, où la révolution est servie par des chevaliers sans peur et sans reproche. Les plus célébrés d'entre eux s'appellent Camillo Cienfuegos et Ernesto Che Guevara. Il est vrai que le parcours de Guevara a de quoi remplir plusieurs cahiers de récits épiques. Dans le maquis de la Sierra Maestra, où s'organise la rébellion contre la junte de Batista, le médecin Ernesto Guevara devient guerrillero, ce qui ne va pas de soi. Il y gagne aussi une nouvelle identité. Depuis cette période, on l'appelle le Che. Une fois les révolutionnaires au pouvoir, et grâce à la seule puissance d'un décret de Fidel Castro, l'Argentin se transforme en Cubain de naissance. Il est beau, ce guerriero. Beau et terriblement photogénique. No hay una fotografía de ese individuo que esté malo, que Luca Marley, el tipo cruza, vaya, un carisma que... Vaya, yo no te lo puedo explicar. Él hacía algunas cosas bonitas. Él se ganó la vida como fotógrafo en México. Trabajó por la agencia de prensa. Siempre tiraba fotografía a él. Cada vez que había una cámara nueva te mandaba a buscar. Oye, ese lente como es, o esta cámara como es. O sea, a él le gustaba. El Che era una persona que no le gustaba que le tiraran fotografía. Liborio sí trabajó mucho con él. Tuvo varios domingos, todos los domingos lo iba. El Che mandaba un carro a buscarlo y se lo llevaba. Y Liborio trabajaba y después tiraba un poco de fotos después. Devenu ministre de l'Industrie, Ernesto Guevara instaure le principe du travail volontaire, où chacun donne de son temps gratuitement pour l'édification du socialisme. Pour être suivi des Cubains, il a besoin de la presse. Alors chaque week-end, il invite fermement Liborio Noval, un photographe du journal Granma, qui le suit au champ et à l'usine. Ahí está sudor y piel, repartiendo amor y aliento. Ahí está sudor y piel, repartiendo amor y aliento. La fatiga es un invento que no se hizo para él. La fatiga es un invento que no se hizo para él. Sube al más alto nivel el esfuerzo productivo, sabe ante el imperativo de un sistema solidario, que el trabajo voluntario tributa al bien colectivo, que el trabajo voluntario tributa al bien colectivo. Ernesto Guevara opère une nouvelle métamorphose. Il est El Hombre Nuevo, l'homme nouveau, héros abstrait dont on chante la gloire. Le Che super-héros, il en a les attributs. Une vie faite d'épisodes de bravoure et une panoplie reconnaissable entre mille. La barbe dit l'urgence de la situation et signale un ennemi qui vous harcèle sans répit. Pas le temps de se raser.
Le treillis affirme que, pour répondre à cet ennemi, on est toujours sur le pied de guerre. Et l'étoile du béret signale l'horizon radieux qui attend le révolutionnaire. Pour sa thèse à l'université de la Sorbonne, le jeune historien Camille Pouzol a réuni une quarantaine de bandes dessinées qui lui sont consacrées. Elles viennent du monde entier. Je dirais qu'il a compris assez rapidement le poids de l'image et de la photo. Et notamment dans le code qu'a mis en place la révolution cubaine. L'idée de conserver à la fin de la révolution la barbe, le treillis vert, etc. était dans un mécanisme de l'image fortement chargé symboliquement. Pourquoi Guevara a certainement été utilisé dans la bande dessinée? C'est parce qu'il porte en lui l'ADN du héros qu'on peut porter en récit, en fait. On a le voyage en 1952, où là, il va commencer à découvrir les inégalités sociales, l'exploitation par les Américains, il va avoir une prise de conscience. Va devenir ensuite l'épiphanie héroïque, avec l'épiphanie héroïque où il y a là toutes les étapes cubaines, avec la Sierra Maestra, et la bataille de Santa Clara, qui va être le moment en fait, de gloire suprême de Guevara, avec l'attaque du train blindé, qui va sonner le glas de l'offensive de Batista, et aboutir à la fuite du dictateur cubain et la prise de pouvoir par les révolutionnaires. Tous les épisodes romanesques qui sont constitutifs de la tradition héroïque sont transposables à la vie de Guevara. Et maintenant, chaque fois qu'on a besoin d'avoir cette idée de révolution, on va faire appel à lui parce que dans l'imaginaire collectif, il est cette incarnation de la révolution, il est cette incarnation de la rébellion, il est cette incarnation de la révolte. Castro l'a bien compris quand il pose ici, en 1982 à Santa Clara, la première pierre du mausolée en l'honneur d'Ernesto Guevara. Le Che, éternellement jeune et rebelle, le Che est une parfaite caution pour un régime qui lui a déjà pris quelques rides. En édifiant cette statue monumentale, Castro offre au peuple un immense écran de projection à toutes les idéalisations. Si le Che a la tête dans les cieux, Castro, lui, se charge, encore et toujours, des éclaboussures du petit quotidien. Car Ernesto Guevara lui est bien plus utile en bronze ou sur papier glacé qu'en ministre incontrôlable, quand il se permettait de renvoyer dos à dos les politiques impérialistes des Soviétiques et des Américains. Alors que c'est grâce à l'aide de ces mêmes Soviétiques que l'île survit économiquement. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Nada. Très vite, l'idéalisme du Che va se heurter au pragmatisme de Fidel Castro. Les deux hommes décident finalement de séparer leur destin. Ernesto Che Guevara ira exporter la révolution vers d'autres pays. En 1965, il adresse une longue lettre à Castro, qui aurait dû rester secrète. Il démissionne de toutes ses fonctions officielles, renonce à cette nationalité cubaine que lui avait offerte le leader Maximo. Il veut reprendre sa liberté. Il renonce ainsi à cette figure qu'il a patiemment construite avec Fidel Castro. À cette époque, Che Guevara est déjà un des symboles des mouvements de révolte contre l'impérialisme nord-américain, ce qui complique une sortie discrète de l'île. Pour qu'il puisse retrouver la vie clandestine du guerriero, les services cubains vont changer son apparence physique. Un faux passeport fait de lui Ramon Benitez, un représentant de commerce uruguayen. C'est sous ses traits qu'il ira faire ses adieux à sa famille. Puis, le numéro 2 du gouvernement cubain disparaît littéralement de la scène politique internationale. Castro, parfois accusé de s'être débarrassé de son bouillant ministre de l'Industrie, trouve bon de se justifier en rendant la lettre publique. Il le fait dans des circonstances d'une particulière cruauté, en plein premier plénum du tout nouveau Parti communiste cubain et en présence de la femme de Guevara, Aleida March. Par cette lecture, Castro rend impossible tout retour du Che à Cuba.
reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Que no dejo a mis hijos ni mujer nada material y no me apena. Me alegra que así sea. Que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse. Realmente él estuvo preparándose en Cuba un tiempo y ahí ya lo transforman, así lo cambian. Le sacan el pelo, le ponen una prótesis sobre sus dientes, empieza a aprender a caminar con unos espejuelos muy gruesos, se transforma en otra persona. Ya cuando está la transformación hecha, entonces él quiere vernos a nosotros. Pero nosotros no podíamos saber que era mi papá, porque si no al otro día lo hubiéramos dicho en la escuela o en el círculo, y nadie sabía dónde estaba mi papá. Nos había invitado a cenar con él, y él se presentó como amigo de papi. Él se sentó en la cabecera de la mesa, pero me permitió que yo me sentara en el otro extremo. Así que esa noche él se sirvió el vino tinto puro, y normalmente mi papá le echaba agua al vino. Así que yo fui, me levanté y le dije, ¿ves? Tú no eres amigo de mi papá, nada. Él habrá dicho que por qué, ¿no? ¿Por qué yo decía eso? Y yo le dije, bueno, porque mi papá toma el vino tinto con agua y tú te lo estás tomando puro. Y con agua es como es rico, porque para mí lo que hacía mi papá era lo que era bueno. Así que yo fui y le eché agua al vino. Ce n'est pas si facile de devenir une image. Cela passe par des transfigurations et métamorphoses douloureuses. Comme a dû être douloureux pour Guevara cet épisode on ne peut plus romanesque, d'un révolutionnaire qui va dire adieu à ses 4 enfants avec la mâchoire, les habits et la voix d'un représentant de commerce. Le corps d'Ernesto Che Guevara n'en a de toute façon plus pour très longtemps. Il est engagé dans un mouvement de désincarnation qui prendra fin en 1967 avec une macabre mise en scène des militaires boliviens. Ce corps pourra alors laisser la place aux images, puis à une seule image. Enthousiasmé par la toute jeune révolution, le photographe suisse Luc Chessé a 25 ans quand il s'envole en 1961 pour la Havane. En 1972, les autorités cubaines qui cherchent à retrouver le corps du Che l'envoient sur les traces boliviennes du guérillero. Luc Chessé ne retrouve pas ce corps, mais il en tirera une très belle série de photographies qu'il nous présente lors d'une exposition au musée de l'Élysée à Lausanne. Ça, c'est une image assez intéressante. Son effigie était interdite en Bolivie. Et alors les enfants avaient trouvé un système, ils découpaient un chablon en papier et avec les rayons du soleil, on projetait l'image de Che, et quand il y avait des soldats ou des policiers qui s'approchaient, hop, ils déchiraient le papier, et ni vu ni connu. Il y avait aussi des hôtels dans les chapelles ardentes. Directement après sa mort, quand il a été amené dans l'hôpital de Valle Grande, les paysans qui l'avaient quand même vendu et dénoncé, ben, tout d'un coup, ils ont commencé à lui tirer des mèches de cheveux pour en faire des amulettes. Il avait cette allure très christique qui a quand même frappé beaucoup les imaginations des gens. Les dictatures militaires étaient au pouvoir dans la majorité des pays. Et alors, le Che, c'est vraiment l'icône, l'emblème de la lutte armée, de la guérilla, du changement.
alors qu'il n'était pas le stratège en chef de la guérilla dont nous avions rêvé. Enfin, moi, je l'avais imaginé comme ça, et enfin, beaucoup de gens l'avaient imaginé comme ça. Hein. Nous, on a pris à peu près 2 mois pour refaire le périple qu'il avait fait. C'était pas facile, et nous, on n'avait pas l'armée aux trousses. Hein. Pour nous, c'était quand même plus facile. Il faut dire que le choix de la zone pour ouvrir un front guerriero, il semble totalement irréaliste, puisque la Bolivie avait quand même, c'est le seul pays, je crois, d'Amérique latine où il y avait une réforme agraire. Et donc les paysans étaient propriétaires de leurs terres, de leur misère, si tu veux, mais enfin de leurs terres. Pourquoi ouvrir ce front de guérilla là en Bolivie, qui semblait être vraiment un des pires, un des endroits où ça ne pouvait pas réussir. Comme Luc Chessé, je suis parti sur les traces du Che en Bolivie. Ernesto Guevara entraîne ses compagnons dans une sorte d'expérience rousseauiste, un long retour à l'état de nature. Ce qu'il cherche dans ces entrelacs végétaux, c'est que chacun explore les tréfonds d'une humanité originelle. L'homme nouveau sera celui qui sortira vainqueur de ces taillis d'épineux. Ernesto Guevara aime se comparer à Don Quichotte, le chevalier qui avait lu trop de romans. L'expédition commence par une marche d'exploration, qui rapidement se transforme en marche forcée, avec des militaires boliviens sur les talons. Et enfin en perdition, quand des Cubains égarés, isolés, épuisés, en arrivent à boire leur urine. Le Che, quant à lui, hirsute et asthmatique, blesse sa mule qui refuse d'aller plus loin. Le 8 octobre, jour anniversaire de la capture du Che, je me suis engagé dans ces taillis à la suite d'un couple de jeunes Allemands et de leur guide bolivien qui leur a vendu ce pèlerinage. C'est qu'il existe un tourisme du Che, avec étapes signalées comme autant de stations d'un chemin de croix. Et sur les traces de celui qui s'est dilué dans ce paysage, nous avons commencé par nous perdre. Ahí hay una senda. ¿Dónde estás? ¿Qué tal el camino? ¿Hay huellas? Qué huevada, hermano. Puta, la cagamos. Sí. Au détour d'une forêt d'épineux, je débouche enfin sur une vallée. C'est le Bado del Yeso, un gué qui permet de traverser le Rio Grande. C'est aussi là que s'est fait piéger tout le groupe d'avant-garde des guérilleros. Les militaires postés autour n'ont pas eu de mal à faire mouche dans ce grand espace dégagé, un des rares de la région. Seuls 3 des compagnons du Che survivront à ce voyage au cœur des ténèbres. Guevara, quant à lui, est capturé par l'armée bolivienne qui a reçu des renforts de la CIA. Avant-dernière étape au programme de la Ruta del Che, le village de la Higuera, où il a passé sa dernière nuit avant d'être abattu le 9 octobre 1967. Certains villageois refusent de se consacrer à la marchandisation funèbre. La propriétaire de la seule épicerie de la Higuera vend tout de même quelques photographies, comme autant de petites amulettes. À la date anniversaire, la télévision bolivienne retransmet en direct les célébrations. Aprovechá a respirar tranquilo, a llenarte de cielo los pulmones. Donde estás, si es que estás, si estás llegando, es una lástima que no exista Dios, pero habrá otro mucho más digno de recibirte, comandante.
¡Viva el comandante Ernesto Che Guevara! ¡Viva Cuba! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Argentina! Sur la pierre qui porte le buste géant du Che, une autre scène attire mon attention. ¿Esos son tus regalos al Che? Sí, galletas, hay una gallina que lo preparé con sus papas, su soda y su... También hay 1 kilo de fideo, todo eso y estoy viniendo a hacer mi promesita, o sea, mi promesa a la ermita Ernesto Che Guevara, para que nos pueda ayudar en nuestra salud, que no los vea también a mi hermano porque él está en un accidente, se ha quedado en silla de ruedas, también por mi mamá, que ella para bien mal. Y yo vengo de lejos, no soy de aquí. Yo soy de más allá de aquella loma, se llama Duraznillo, de ahí vengo yo. Hemos pagado una moto para que me traiga a mi hijo aquí a presentar mi promesa, digamos, a la ermita de Ernesto Che Guevara. Es lo mismo, esta ermita vio hace rato un señor nos estaba llevando la contra y nos decía, pues, ¿cómo van a venir cómo de una persona viva nos veneran, un muerto viene a venerarnos? Decía el señor. Nosotros todos le decimos, si es una persona viva que venía a morir aquí en la tierra, es igual como el Señor. A él le pedimos con fe y nos ayuda, es lo mismo, le dijimos. C'est dans l'ancienne école que s'est joué le sort d'Ernesto Guevara. Avec les années, les récits de sa mort ont tellement divergé qu'il devient impossible de démêler le vrai de la légende. Cette année 1967, Julia Cortés était l'institutrice de l'unique classe de la higuera. Que no es lo que es ahora. En esa época eran unas paredes de tabique con barro y el techo también era de barro. El Che ha cambiado totalmente la figura de esa época a ahora. Yo les digo, antes lo buscaban con balas y hoy lo buscan con velas. El día 9 lo sacaron al Che afuera para tomarle una fotografía. Pudimos observarlo ahí y justamente estaba una luz fuerte, el sol estaba bastante fuerte. Sí, yo llegué a la puerta y él me dijo, Julia, ¿quieres conocer al Che? A eso vengo, le dije. Y me hizo ingresar el que estaba a su cargo, de su control. Él estaba en mi atrás, cuando él de atrás me sorprendió, me asombré de ver a una persona tan hermosa, que estaba él ahí detenido, que inclusive él no podía ser asesinado en ningún momento en combate porque tenía mucha protección en su cuerpo. ¿Eso se decía? Sí. Y cuando yo lo vi a él no tenía ninguna protección y un aspecto sumamente hermoso. Hermoso, pero también era un poco sucio, ¿no? Sucio, eso sí, muy descuidado, totalmente. Él era su ropa, pero ¿qué importaba los trapos? Él era su cara, lo atrayente, su mirada, todas sus facciones eran demasiado hermosas. Sus ojos especialmente. Lo más bello que había era sus ojos. Ahí fue cuando él dijo de que tenía hambre, que les había pedido que le den algo. Entonces yo fui y traje una porcioncita de sopa que ya mi mamá preparó, le traje y me fui. Y ya se escuchó ya la ráfaga. Me gusta soñarlo porque
trae mucha suerte. Es muy bueno soñarlo, especialmente cuando uno tiene así algún problema que parece sin solución. Lo sueño él y ya estoy feliz porque sé que todo está solucionado en mi beneficio. Ernesto Guevara, adoré. Comme saint ou comme homme idéal, encore aujourd'hui, chacun projette l'image qui lui convient. Bien malgré eux, ce sont les militaires boliviens et leurs instructeurs de la CIA qui vont permettre cette étonnante résurrection. Ils transportent le corps sur le patin d'un hélicoptère jusqu'à l'hôpital de la ville la plus proche, Valle Grande. On l'allonge sur un lavoir, dans un cabanon isolé. L'homme qu'ils ont capturé puis abattu ne ressemble en rien au héros de la révolution cubaine. On penserait plutôt à un homme des bois. Il est sale, hirsute, porte des lambeaux de cuir à la place de ses rangers. Et il a perdu son béret légendaire. Alors les officiers présents demandent aux infirmières et aux médecins de retrouver le Che légendaire. On enlève les haillons, on le nettoie, on refait la coupe de cheveux et de la barbe. Une injection de formol préservera le corps de la décomposition. Ils font si bien que le trophée exhibé sur le lavoir est, sans aucun doute possible, le Che. Les photographes de presse sont invités à venir immortaliser la scène. Leurs images feront la une des journaux du monde entier. C'est le premier épisode d'une incroyable résurrection par l'image. L'artiste franco-belge Olivier Blancard a reconstitué entièrement cette scène à partir des photographies de Freddy Alborta. Il présente son œuvre au musée des Beaux-Arts de Dole. Le côté un peu sale du personnage est tout à fait conforme à l'état dans lequel il était et l'aspect qu'il avait. Les cheveux, par exemple, sont faits avec de la filasse. Il a été en fait sommairement lavé par les religieuses de l'hôpital de Villa Grande pour lui faire une figure humaine et le rendre, disons, reconnaissable. En fait, il a des traits assez fins, des traits presque féminins. Avec des bijoux, bien maquillés, une jolie robe, il aurait pu faire un très beau travelot sud-américain. Il avait des traits très bien dessinés, une bouche très belle, des yeux. Et alors, la manière dont l'image est advenue est très étrange, puisque ce qui a sanctifié la mort de Guevara, c'est la photographie. Or, Guevara a été lui-même, toute sa vie, un grand pratiquant éclairé de la photographie et aussi un utilisateur au sens qu'il a utilisé la photographie, il a collaboré, il a coopéré à la scénarisation de son image par les photographes. Les Boliviens croient se laver les mains, c'est-à-dire se débarrasser. C'est une simple formalité, on le tue, on le montre, l'affaire est réglée. Et c'est là que tout commence. On est dans une crypte et un photographe de La Paz, il sait tout de suite où se situer parce que depuis qu'il est petit, il avait des images comme ça de la Passion. Donc il y a une espèce de coproduction comme ça de quelque chose qui va aboutir à un effet tout à fait inverse, j'imagine, de ce que cherchaient les militaires boliviens. C'est-à-dire qu'ils annoncent une victoire et qui va se transformer au pouvoir en défaite. Il y a quelque chose d'inéluctable qui se met en place. La photographie, on va dire, cette photographie vient de très loin. Elle vient des temps évangéliques, elle vient des temps de la jeunesse de Guevara, elle vient des temps photographiques. C'est tout à fait incroyable.
La photographie n'est pas qu'un simple témoin de la vie de Che Guevara. Elle y joue un rôle central, moteur. Elle trace un destin. Parce que son idéal était celui d'un homme nouveau, construit par sa propre volonté et contre son propre corps. D'abord héros intrépide, puis ministre exemplaire, enfin icône de la Révolution. Ce n'est pas donné à tout le monde de devenir une image. Au musée du Louvre, nous suivons la philosophe Marie-Josée Monzin à la recherche cette fois d'un tableau. Il s'agit du Christ mort couché sur son linceul, peint par Philippe de Champaigne en 1654. On a affaire à un thème très traditionnel, celui du Christ mort après la déposition, donc avant la résurrection. Il est traité avec une grande économie colorée, des teintes cadavériques. C'est le destin de toute incarnation. C'est de sacrifier sa vie pour que vive éternellement ce qu'il y a de plus important pour l'homme. Le Christ, lui, a accepté de partager le sort le plus terrible de l'humanité. Mettre Che Guevara dans la même scénographie signifie effectivement qu'il est comme l'incarnation de la Révolution, qu'il a été l'incarnation de la Révolution et que la Révolution ressuscitera après lui, qu'il a accepté en étant cette incarnation d'aller jusqu'au sacrifice, en offrant son corps torturé, mutilé, mort, et dans l'éternité d'une image, il devient aussi lieu de recueillement et lieu de promesse. Ça le sort justement de la simple idéologie. Il n'est plus un idéologue, Che Guevara, quand il devient... parce que ceci n'est pas non plus le corps d'un idéologue. C'est un corps divin. Une divinité. C'est que les militaires boliviens ne pouvaient pas faire la dernière image. Leur trophée est très vite devenu un martyr. Et ils doivent endosser maintenant le rôle ingrat d'exécuteurs des basses œuvres de la CIA. Les étudiants nord-américains, engagés dans des luttes contre la guerre du Vietnam, puis les étudiants français, allemands et italiens qui secouent la vieille Europe au printemps 68, tous vont brandir un nouvel étendard. Che vive. Le Che n'est pas mort. Car pour répondre à la junte bolivienne, l'unanimité va se porter sur une image, une seule image, qui va éclipser toutes les autres. Une image de transfiguration, prise par Alberto Corda en 1960. Une image qui attendait sagement son heure, épinglée dans le studio du photographe. Un portrait complexe, où l'on peine à démêler élan romantique et désir révolutionnaire. Pour comprendre son succès, il n'y a sans doute pas à chercher une équation graphique parfaite. Il faut simplement comprendre que ce portrait arrive comme la réponse aux militaires boliviens, qui eux pensaient naïvement avoir le dernier mot, la dernière image. Voilà donc Ernesto Guevara, l'homme aux mille ruses, expert en métamorphose, celui qui avait peur qu'on le prenne en photo, Ernesto Guevara devenu une seule image, une seule identité. Alberto Corda nommera son portrait El Guerriero Heroico. Y siempre él cuenta que cuando él tiró la foto del Che, él sabía que iba a ser una buena foto. Y entonces hizo un cropper, rayaba con un lápiz rojo. C'est à l'éditeur italien Gian Giacomo Feltrinelli que l'on doit la diffusion éclair de ce portrait. Y cuando Feltrinelli llegó al estudio de mi papá, parece que ve la pared donde mi padre tenía la foto del Che. Le dijo, yo estoy buscando una foto del Che, pero esa es la que quiero. ¿Cuánto le debo? Y mi padre le dice, no se preocupe, esto es un regalo mío. Y le regaló las dos copias. Pero no se pensaba desde el punto de vista monetario, ni de vender, ni de cobrar, ni hacer dinero con eso, ¿te das cuenta? Esa es la mentalidad que se tenía en aquella época. El 8 de octubre muere el Che, Feltrinelli hace el famoso póster que dicen que hizo 1 millón de póster y que los vendió con el copyright editorial Feltrinelli. Nunca le puso
fotocorda. Y mi padre siempre decía, bueno, no me pagó ni un centavo, pero me dio a conocer mi foto. Y con eso ya se sentía agradecido. Me llamaba. Dans la vieille Havane, nous croisons Manolo. Le tatouage qu'il porte est une rente. Il attire les touristes, à qui Manolo propose ensuite différents services. Bueno, el tatuaje me lo hice because everybody like it, you know. When they see, they take me a picture and then take it back to his country to do something. Este es un che erótico que luchó por nuestro país y de chiquitico siempre me ha gustado y siempre la quería y siempre la llevaba en el corazón. Qué bonita, ¿eh? Esta le voy a coger. Il n'y a rien d'étonnant à retrouver l'image de Che Guevara reproduite sur les objets les plus improbables. Plutôt qu'une seconde mort, on devrait parler d'une nouvelle vie. La vie d'Ernesto Guevara devenue icône, une image qui vit d'une manière autonome. D'ailleurs, Alberto Korda avait très vite accepté d'être dépossédé de son guerriero heroico. Il avait compris qu'il ne lui appartenait plus, pas plus qu'une sainte icône n'appartient au peintre qui l'a reproduite. Elle appartient à ses adorateurs et à la force de leurs croyances. Ceci est donc l'histoire du portrait d'un homme qui voulait disparaître, pris par un photographe qui accepte de ne pas en être l'auteur. Cette histoire pourrait s'arrêter ici. L'image de Korda perdre de sa force avec le temps, et chacun oublier le destin de ce guerriero si héroïque. Mais voilà, c'était sans compter avec Jim Fitzpatrick, un artiste irlandais qui, dès 1968, fera de lui une icône pop. I don't even like the 2 shades of black on it, however, but you get the idea. That work of art came to me via the photograph, and I used that as a reference. But when I say reference, I try to create something more iconic from it. I was steeped in Catholicism, the sacred images, the uplifted gaze, all that, and the hair moving in the wind, and I applied that to that poster. I wanted him to look like a martyr. He was a martyr to me, and I'm still very religious, and I felt that even though Che wasn't a religious man, to me he was a Christ-like figure who sacrificed himself for the ultimate, the poor, the dispossessed. This is the original, with the instructions from that period of how to create and print the Che poster. I decided that I would create something powerful and graphic. I was a great admirer of Polish poster art of the time, where they simplified everything. I wanted to use only primary colours. I used the red of the flag. I used the black and the white of the Che that I really, you know, obviously was heavily influenced by the Korda photograph, but I wanted to be a distinct work of art. And I wanted something that was immediate, that the minute you saw it, you never forgot it. I did in around Christmas and January of 1968 for an exhibition in London called Viva Che. Now, they stole my image without asking. When I went over to London, about 6 months later, it was everywhere. My name had been removed, and I was kind of outraged at that. Not at the theft of the copyright, I couldn't give a shit about that, but the fact that they removed my name. And I decided that I would make it copyright-free. I announced this in all the newspapers to stop them making money from it. In other words,
it should be disseminated everywhere. So I started working with every revolutionary group in Europe, but I wanted it to be absolutely simple to reproduce for any organization who wanted to take my work and use it. I couldn't afford photography in those days. There was no such thing as photocopying. We didn't have email. So I would literally take the template, the drawing of Che that I did for the poster, put it up against the window like that, put a piece of tracing paper over it and redraw it and send it off to whatever revolutionary group wanted it. And I would encourage them to produce as many copies as possible. I wanted it to literally breed like rabbits. C'est donc le dernier élément qu'il nous manquait pour comprendre l'incroyable viralité de cette image. D'abord, le charisme d'un homme, très photogénique. Ensuite, une photographie qui répond parfaitement à une attente historique. Puis, des auteurs qui acceptent humblement de s'éclipser. Et enfin, une image tellement simplifiée que chacun peut la reproduire et se l'approprier. D'ailleurs, l'image du Che la plus vendue sur Internet est un montage qui porte à la fois la simplicité, la multiplication et l'absence d'auteur. C'est un faux Andy Warhol, 9 déclinaisons colorées du graphisme de Jim Fitzpatrick. L'image qui est la plus répandue et la plus reproduite, ce n'est pas la photo de Corda, c'est en particulier la version graphique de Fitzpatrick. Et quand on parle donc de ce portrait, on fait comme si on était face à une photographie, alors qu'en réalité, toutes les versions de l'image sont légèrement différentes. Il y a des petites variations qui sont autant de formes graphiques qu'on assimile dans une sorte de syncrétisme très caractéristique de l'imagerie populaire à une image, alors qu'en réalité, il y en a beaucoup. Le repère qui est celui de Fitzpatrick à cette époque, ce sont les travaux de postérisation de Warhol. Ce principe iconographique, il vous embellit. Alors, le Che, il était déjà tout à fait beau gosse, hein, mais dans cette version éthérée, postérisée, graphique, il devient encore plus superbe. Une des caractéristiques que je trouve les plus passionnantes probablement de Guerriero Heroico, hein, cette icône, qui n'est plus Che Guevara, c'est que toutes ces manifestations, on dit que c'est l'image la plus reproduite dans le monde, ce n'est pas seulement l'image la plus reproduite, en fait, toutes les versions existantes de Guerriero Heroico sont des images éditées, c'est-à-dire des images qui sont sur des posters, sur des t-shirts, sur tout un tas d'objets qui sont des objets appropriables. Et c'est précisément parce qu'une image comme celle-là est aussi vide que chacun peut y mettre ce qu'il veut, ou presque. Alors, voilà. Là, on a Che Guevara qui écoute de la musique. Voilà, avec des écouteurs. On va peut-être pas mettre celui-là. Ah, là, on va retrouver des copains qui l'ont sur la peau. Parce qu'on parlait des supports sur lesquels on peut porter le Che, il y en a pas mal qui l'ont tatoué à même la peau. Et dont Diego Maradona. Les historiens d'art devraient visiter plus souvent les toilettes. Ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder ce qu'il y a autour et pas de se focaliser uniquement sur l'image du Che. Là, elle est dans son élément. Cette image vit sa vie d'image parmi de très nombreuses icônes de la culture populaire. Dans une chambre d'ado, il n'y a pas que le poster du Che. Ce n'est pas une icône au sens religieux. Ça rentre en composition avec des chanteurs, de la musique, avec des acteurs, du cinéma. Et donc, voilà, cette image-là appartient à cet univers.
c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus existentiel. C'est la contre-culture. On est dans quelque chose qui est le refus d'une société. Les repères politiques eux-mêmes font l'objet du refus de cette jeunesse qui va préférer trouver dans la musique le message, l'horizon d'une société meilleure, plutôt que dans les livres de Marx. Malgré une forme d'affaiblissement du message politique, esthétiquement, elle est toujours là. 50 ans après, c'est quand même assez extraordinaire. Listo. Logo marketing côté pile, icône de la révolte côté face. Et l'une ne peut survivre sans l'autre. C'est peut-être grâce à ce paradoxe que l'image du Che dure aussi longtemps. Les objets dérivés la font exister au quotidien dans une forme dépolitisée. Et parfois un artiste, un citoyen, un indigné s'en saisit pour lui redonner de sa valeur mobilisatrice. Récemment, Che Guevara est même apparu en creux, dans l'absence même d'image. Au moment d'abattre Oussama Ben Laden, les Américains n'ont pas répété la même erreur. Ils n'ont pas pris le risque de transformer leur trophée en martyr et ont choisi l'absence totale d'image du corps. La seule photographie largement diffusée est un contre-champ. Barack Obama suivant le déroulement des opérations sur un écran. Ironie de l'histoire, ce même Barack Obama choisissait pour sa campagne de 2008 une affiche Che-like, comme le Che. C'est dire si aujourd'hui, la circulation des images emprunte souvent des diagonales étonnantes.